J'avais 17 ans quand ma mère m'a dit que remplir des dossiers d'inscription universitaire était un gaspillage de papier d'imprimante parfaitement bon. Elle a dit ça en se tenant dans l'encadrement de la porte de ma chambre, me regardant rechercher des dates limites de bourse sur mon ordinateur portable. Mon père a hoché la tête depuis le couloir, bras croisés, comme s'ils avaient répété cette intervention ensemble. Les filles se marient de toute façon, ma chérie, a continué ma mère, sa voix dégoulinante de ce type particulier de condescendance réservé aux filles qui rêvent trop grand. Pourquoi dépenserions-nous de l'argent pour 4 ans d'études alors que tu finiras simplement par rester à la maison avec des bébés ? Ton frère a vraiment besoin de ce fonds universitaire. Il va devenir médecin. Mon frère Marcus se tenait derrière eux, souriant d'un air narquois. Marcus, qui avait à peine obtenu une moyenne de 3,2 et dont l'idée d'étudier consistait à parcourir SparkNotes 20 minutes avant un examen. Marcus, qui avait obtenu 1210 au SAT après 3 tentatives et un cours de préparation de $2000. Marcus, l'enfant doré, le futur médecin, celui dont les photos de bébé dominaient encore les murs de notre salon, tandis que les miennes avaient été reléguées à un album poussiéreux dans le garage. J'ai 4,0 de moyenne. Et je dis doucement, sachant que ça n'aurait aucune importance. Je suis classée 3e de ma classe. J'ai obtenu 1570 au SAT du premier coup. Mon père a ri, vraiment ri. Oh ma chérie, ces chiffres ne veulent rien dire dans le monde réel. Tu as une bonne élève, c'est sûr, mais l'université coûte cher. Nous devons être pratiques. Marcus a un vrai potentiel. Tu es assez jolie pour trouver un bon mari dès la sortie du lycée. Peut-être suivre quelques cours dans un IUT si tu veux vraiment, mais une licence d'une université, ce n'est tout simplement pas réaliste pour toi. Cette conversation a eu lieu en septembre de ma dernière année. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà en contact avec 7 universités. Il ne savait pas que ma conseillère d'orientation, Madame Patterson, m'aidait pendant les pauses déjeuner, utilisant sa propre imprimante pour mes documents de candidature. Il n'aurait pu pas imaginer que je cachais des portails d'acceptation et des emails de comité de bourse derrière un dossier protégé par mot de passe intitulé « Note d'histoire » sur mon ordinateur. J'ai appris à être invisible cette année-là, pendant que mes parents organisaient une fête pour Marcus parce qu'il avait été accepté à l'université d'État sans bourse. J'étais en haut en train de lire silencieusement un email du bureau des admissions de Northwestern. Pendant qu'il célébrait son acceptation médiocre comme s'il avait gagné le prix Nobel, je mémorisais le package d'aide financière que Johns Hopkins m'avait offert. Pendant que ma mère disait aux parents à Thanksgiving que je travaillerais probablement dans le commerce pendant un moment, je planifiais un entretien avec le comité de bourse au mérite de Yale par Zoom. Ordinateur en sourdine, porte verrouillée, cœur battant. Les insultes sont devenues une bande sonore quotidienne. Ma tante Carole, en visite pour Noël, annonçait au dîner qu'elle avait toujours su que Marcus était le plus intelligent parce qu'il posait des questions si intelligentes enfant. Ma grand-mère m'a tapoté la main et a dit que j'avais d'autres qualités qui feraient de moi une bonne épouse un jour. L'associé commercial de mon père a suggéré que j'envisage une école de cosmétologie parce que j'avais de beaux cheveux et que c'est une compétence sur laquelle on peut toujours compter. J'ai souri à chaque commentaire. J'ai hoché la tête. J'ai débarrassé les assiettes et servi le dessert et prétendu que leurs mots ne découpaient pas des morceaux de ma confiance. Mais tard le soir, j'étudiais. J'écrivais des dissertations de bourse sur le surmontage du doute. Je me filmais en train de répondre à des questions d'entretien d'entraînement, ajustant ma posture, renforçant ma voix. J'ai postulé à 14 universités et 23 programmes de bourse distincts. Je n'ai rien demandé à mes parents, excepté d'être sous-estimée. En janvier, j'avais reçu 9 lettres d'acceptation. En février, on m'avait offert 4 bourses complètes différentes. En mars, je disposais d'un ensemble combiné de bourses et d'aides financières d'une valeur de plus de $300 000 dans plusieurs établissements. Mais ma famille pensait toujours que j'étais trop bête pour l'université. Le point de rupture est arrivé fin mars, lors de la journée des étudiants acceptés à l'université d'État de Marcus. Mes parents avaient roulé 3 heures pour y assister, m'emmenant comme une réflexion après coup. J'ai assisté à des présentations sur les options de dortoir du plan de repas, en regardant ma mère prendre des notes pour Marcus comme s'il était incapable de se souvenir de quoi que ce soit lui-même. Tout le trajet du retour, ils ont discuté de son avenir, sa spécialité, son potentiel, sa trajectoire. « Et toi ?» a demandé Marcus depuis le siège passager, ce sourire narquois familier dans la voix.
Tu as trouvé ce que tu feras l'année prochaine? J'ai entendu dire que le centre commercial embauchait. Ma mère est intervenue avant que je puisse répondre. On pense qu'elle pourrait obtenir un poste de réceptionniste au bureau de ton père. Répondre au téléphone, classer des papiers, c'est un travail respectable, et elle peut le faire jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un. Quelqu'un avec un vrai diplôme, ajouta mon père, les yeux sur la route. Quelqu'un comme Marcus le sera lorsqu'il aura terminé l'école de médecine. C'est ce genre de personne que tu devrais rechercher, ma chérie. Un pourvoyeur. Parce que soyons honnêtes, tu ne seras pas le soutien de famille dans aucune relation. J'ai regardé par la fenêtre, en regardant les lumières de l'autoroute défiler, et je n'ai rien dit. Dans la poche de ma veste, mon téléphone a vibré. Un autre email du bureau d'aide financière de Stanford avec une offre de package mise à jour. Je ne l'ai même pas ouvert. Je savais déjà ce qu'il disait. Avril a apporté la vraie escalade. Marcus s'était engagé pour l'État. Et mes parents lui ont organisé une fête, futur docteur, qui faisait passer sa célébration d'acceptation pour modeste. Ils ont invité tout le monde. Parents, voisins, tout le bureau de mon père, le club de lecture de ma mère. Ils avaient un gâteau décoré avec un stéthoscope en glaçage. Ils ont fait des discours sur son brillant avenir et leur fierté envers leur fils. On m'a demandé de servir les amuse-gueules. À mi-chemin de la fête, mon oncle David m'a coincé dans la cuisine. « Sors, c'est quoi ton plan, gamine? Tu vas suivre ton frère à l'État? Peut-être trouver un gentil étudiant en droit à fréquenter ?» Il a fait un clin d'œil comme si c'était un conseil utile. « Je ne pense pas aller à l'État, » dis-je prudemment. « Un IUT alors, c'est intelligent, économiser de l'argent. Bien que je ne comprenne pas pourquoi tu t'embêterais avec l'université du tout. Ma fille n'y est pas allée et elle est parfaitement heureuse. » Arcus n'a même pas été accepté à Stanford et sa candidature était parfaite. Ta fille a 26 ans et vit dans ton sous-sol, ai-je pensé sans le dire. Au lieu de ça, j'ai souri et lui ai offert un autre rouleau de printemps. Ma mère m'a trouvée seule dans la cuisine 1 heure plus tard, lavant la vaisselle pendant que la fête continuait dans le jardin. Elle avait bu 2 verres de vin, juste assez pour la rendre douloureusement honnête. « Je dois te parler de quelque chose, » a-t-elle dit, s'appuyant contre le comptoir. « Ton père et moi avons pris une décision. Le fonds universitaire qu'on a créé quand tu es né, celui qu'on a alimenté pour toi et Marcus, on donne ta part à ton frère. » Je me suis figée, les mains encore dans l'eau savonneuse. « Quoi ? » ?»« Il en a plus besoin. L'école de médecine coûte cher et il aura d'abord des prêts de premier cycle à rembourser. Tu comprends, n'est-ce pas ? Tu ne vas même pas dans une vraie université. Ça a plus de sens d'investir dans son éducation. Il l'utilisera vraiment. » Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. « Vous prenez mon fonds universitaire et vous le donnez à Marcus. »« Nous l'investissons dans l'avenir de la famille, » a-t-elle corrigé, comme si la sémantique importait. « Marcus aura du succès. Il pourra prendre soin de nous tous un jour. Tu épouseras quelqu'un qui pourra subvenir à tes besoins. C'est juste pratique, ma chérie. Ne sois pas égoïste à ce sujet. » J'ai retiré mes mains de l'eau, les ai séchées lentement avec une serviette. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Marcus tenant court sur la terrasse, entouré d'admirateurs, se délectant de l'attention. Mon père se tenait à côté de lui, la main sur son épaule, rayonnant d'une fierté que je n'avais jamais vue diriger vers moi. « Quand prévoyez-vous de me le dire ?» demandai-je doucement. « On te le dit maintenant. On savait que tu comprendrais. Tu as toujours été si accommodante, si facile, pas comme Marcus avec toutes ses grandes ambitions et exigences. » Elle a dit ça comme si être facile était un compliment, comme si ne pas me battre pour moi-même était une vertu. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit à fixer mon plafond, pensant à chaque insulte, chaque rejet, chaque fois où il m'avait fait sentir que mon intelligence était décorative au mieux et menaçante au pire. J'ai pensé au visage de ma mère quand elle m'avait dit que j'étais trop accommodante. J'ai pensé au rire de mon père quand j'avais mentionné mon score au SAT. J'ai pensé au sourire sarquois de Marcus. Et puis j'ai pensé à la lettre d'acceptation dans le tiroir de mon bureau. Celle de Stanford. Celle qui venait avec une bourse au mérite, une subvention basée sur les besoins et une allocation de... Arcus n'a même pas été accepté à Stanford, et sa candidature était parfaite. Ta fille a 26 ans et vit dans ton sous-sol, ai-je pensé sans le dire. Au lieu de ça, j'ai souri et lui ai offert un autre rouleau de printemps. Ma mère m'a trouvée seule dans la cuisine 1 heure plus tard, lavant la vaisselle pendant que la fête continuait dans le jardin. Elle avait bu 2 verres de vin, juste assez pour la rendre douloureusement honnête. « Je dois te parler de quelque chose, » a-t-elle dit, s'appuyant contre le comptoir.
Ton père et moi avons pris une décision. Le fonds universitaire qu'on a créé quand tu es né, celui qu'on a alimenté pour toi et Marcus, on donne ta part à ton frère. Je me suis figée, les mains encore dans l'eau savonneuse. Quoi ? Il en a plus besoin. L'école de médecine coûte cher. Et il aura d'abord des prêts de premier cycle à rembourser. Tu comprends, n'est-ce pas ? Tu ne vas même pas dans une vraie université. Ça a plus de sens d'investir dans son éducation. Il l'utilisera vraiment. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Vous prenez mon fonds universitaire et vous le donnez à Marcus. Nous l'investissons dans l'avenir de la famille, corrigea-t-elle comme si la sémantique importait. Marcus aura du succès. Il pourra prendre soin de nous tous un jour. Tu épouseras quelqu'un qui pourra subvenir à tes besoins. C'est juste pratique, ma chérie. Ne sois pas égoïste à ce sujet. J'ai retiré mes mains de l'eau, les ai séchées lentement avec une serviette. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Marcus tenant court sur la terrasse, entouré d'admirateurs, se délectant de l'attention. Mon père se tenait à côté de lui, la main sur son épaule, rayonnant d'une fierté que je n'avais jamais vue diriger vers moi. « Quand prévoyez-vous de me le dire ?» ai-je demandé doucement. « On te le dit maintenant. On savait que tu comprendrais. Tu as toujours été si accommodante, si facile. Pas comme Marcus avec toutes ses grandes ambitions et exigences. » Elle a dit ça comme si être facile était un compliment, comme si ne pas me battre pour moi-même était une vertu. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit à fixer mon plafond, pensant à chaque insulte, chaque rejet, chaque fois où il m'avait fait sentir que mon intelligence était décorative au mieux et menaçante au pire. J'ai pensé au visage de ma mère quand elle m'avait dit que j'étais trop accommodante. J'ai pensé au rire de mon père quand j'avais mentionné mon score au SAT. J'ai pensé au sourire sarcastique permanent de Marcus. Et puis, j'ai pensé à la lettre d'acceptation dans le tiroir de mon bureau, celle de Stanford, celle qui venait avec une bourse au mérite, une subvention basée sur les besoins et une allocation de recherche, qui combinait, totalisait 155 000 $. Celle dont je ne leur avais pas parlé parce que j'attendais le bon moment. J'ai réalisé, allongé là dans le noir, qu'il n'y aurait jamais de bon moment. Ils ne me verraient jamais soudainement, ils ne se réveilleraient jamais et ne reconnaîtraient pas ce que j'avais accompli. Ils donneraient mon fonds universitaire et s'attendraient à ce que je les remercie pour ça. Alors, j'ai décidé de leur donner exactement ce qu'ils m'avaient donné. Une surprise. Le lendemain matin était un dimanche. Mes parents faisaient toujours ce petit déjeuner élaboré le dimanche. Toute une production avec des pancakes et du bacon et du jus d'orange fraîchement pressé. On s'asseyait autour de la table de la salle d'à manger, comme si on était une famille fonctionnelle, et ils planifiaient la semaine de Marcus comme s'il était incapable d'utiliser un calendrier. Je suis descendue en jean et mon soute à capuche du lycée, portant un dossier. Juste un simple dossier Manila, rien de spécial. Je me suis assise à ma place habituelle, me suis servie de pancakes, et j'ai attendu. Ma mère s'est lancée directement. Alors je pensais, ma chérie, tu devrais commencer à chercher des postes de réceptionniste cette semaine. Prépare ton CV. Je peux t'aider à l'écrire puisque tu n'as jamais eu de vrai travail. On mettra l'accent sur tes compétences relationnelles. Et ton sourire, ajouta mon père. Tu as un joli sourire. C'est important pour le travail à l'écueil. Marcus faisait défiler son téléphone, écoutant à moitié. Elle pourrait toujours travailler dans ce café près du campus quand je serai à l'étain. Au moins, elle serait assez proche de me rendre visite les week-ends. J'ai pris une bouchée de pancake. J'ai mâchoyé, lentement. Avalé, puis j'ai ouvert le dossier et sorti le premier document. En fait, je ne vais pas travailler dans un café. Je vais fréquenter l'université de Stanford à l'automne. La table est devenue silencieuse. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin. Le verre de jus d'orangeade se figea en l'air. Marcus a levé enfin les yeux de son téléphone. « C'est une blague », a dit ma mère. « Ce n'est pas réel. Tu n'as même pas postulé à Stanford. On l'aurait su. On aurait dû payer les frais d'application. » « Exonération de frais, dis-je simplement, basée sur le mérite et les besoins financiers démontrés. Je n'avais pas besoin de votre argent pour postuler. Je n'avais pas besoin de votre permission non plus. » Mon père saisit la lettre, l'examinant comme s'il pouvait trouver une preuve de contrefaçon. « Ça doit être faux. Il n'y a aucun moyen que tu aies été accepté à Stanford. » « Marcus n'a pas été accepté à Stanford, parce que Marcus n'a pas postulé à Stanford, corrigeai-je. Il savait qu'il ne serait pas accepté. Le visage de Marcus devint rouge. « Tais-toi. J'ai choisi l'État, c'était mon choix. » J'ai sorti le deuxième document. Voici le package d'aide financière. Bourse complète de frais de scolarité basée sur le mérite académique. Subvention de logement basée sur les besoins.
allocation de livres, allocation de poste de recherche. Valeur combinée sur 4 ans de 155 000 $. Je vais à Stanford et ça ne va pas vous coûter un seul centime. En fait, ça va vous coûter moins que rien, puisque vous avez déjà décidé de donner mon fonds universitaire à Marcus. Les mains de ma mère tremblaient. Quand as-tu postulé ? Comment as-tu postulé ? On n'a jamais rien signé, on n'a jamais donné de permission. J'ai 18 ans depuis février, ai-je dit. Je n'avais pas besoin de votre permission. Madame Patterson m'a aidé avec les documents de candidature. J'ai utilisé son imprimante, ses timbres, ses enveloppes. J'ai fait mes entretiens sur mon ordinateur portable pendant les heures d'études. J'ai écrit mes dissertations à la bibliothèque. Vous étiez tellement sûr que j'étais trop bête pour l'université que vous n'avez même jamais remarqué ce que je faisais. J'ai sorti plus de papiers. Lettres d'acceptation de Northwestern, Johns Hopkins, Yale, Duke, Vanderbilt, USC. Certaines avec des bourses, certaines sans. Un arc-en-ciel de papier à en-tête coûteux, tout adressé à moi, toutes datées entre décembre et mars. J'ai été acceptée dans 9 écoles, ai-je dit. Ma voix stable, même si mes mains voulaient trembler. On m'a offert 4 bourses complètes différentes. Celle de Stanford était le meilleur package, donc c'est là que je vais. Je vais me spécialiser en ingénierie biochimique. J'ai déjà un poste de recherche aligné dans un laboratoire de nanoparticules. Le professeur m'a personnellement recruté après avoir lu ma dissertation de candidature. Le visage de mon père était passé du rouge au pâle. « C'est impossible, tes notes ne sont pas si bonnes. » Mes notes sont meilleures que celles de Marcus ne l'ont jamais été. J'ai une moyenne de 4.0 non pondérée, je suis classée 3e dans une classe de 412 étudiants, j'aurais été majeure de promotion mais j'ai pris un cours d'art optionnel en seconde qui était réussite-échec, donc ça a légèrement baissé ma moyenne pondérée. J'ai obtenu 1570 au SAT, je suis demi-finaliste national mérite, j'ai 240 heures de bénévolat à l'hôpital pour enfants. J'ai appris Python et Java toute seule, je suis des cours de maths de niveau universitaire via un programme en ligne depuis 2 ans. J'ai étalé plus de papier pendant que je parlais. Mon relevé de notes, mon rapport de score SAT, ma lettre nationale mérite, mon certificat de bénévolat à l'hôpital, des captures d'écran de mes cours terminés du programme de mathématiques universitaire. Chaque preuve qu'ils n'avaient jamais demandé à voir parce qu'ils avaient déjà décidé que je ne méritais pas leur attention. « Vous voulez connaître la partie la plus drôle ?» ai-je demandé, et j'ai été surprise de me retrouver presque souriante. Le taux d'acceptation de Stanford est inférieur à 4%. C'est une des écoles les plus sélectives au monde, et j'ai été acceptée, moi, la fille que vous pensiez trop bête pour un IUT, la fille qui finirait mariée de toute façon. J'ai été acceptée à Stanford avec une bourse complète pendant que Marcus entrait à peine à l'État sans aide financière du tout. Marcus s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. C'est des conneries, tu as probablement menti sur ta candidature, tu as probablement triché, il n'y a aucun moyen que tu sois plus intelligente que moi. Assieds-toi, Marcus, ai-je dit, et quelque chose dans ma voix l'a fait réellement obéir. Je n'ai pas menti, je n'ai pas triché, j'ai juste travaillé plus dur que tu n'as jamais travaillé de toute ta vie. Pendant que tu faisais la fête et jouais aux jeux vidéo, j'étudiais. Pendant que tu dormais tard le samedi, j'étais à la bibliothèque. Pendant que maman et papa finançaient ton 3e cours de courte préparation au SAT, j'apprenais calcul avancé toute seule sur YouTube. Tu n'as jamais eu à travailler pour quoi que ce soit parce qu'ils t'ont tout donné. J'ai dû gagner chaque chose que j'ai obtenue. Ma mère a commencé à pleurer, de vraies larmes, coulant sur son visage. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Pourquoi n'as-tu pas dit que tu postulais à ces écoles ? On aurait pu t'aider, on aurait pu te soutenir. Je l'ai regardé pendant un long moment. Vous m'avez dit que je gaspillais du papier d'imprimante. Vous avez dit que les filles se mariaient de toute façon. Vous avez donné mon fonds universitaire à Marcus sans même me demander. Vous m'avez présenté aux parents comme la jolie, pendant que Marcus était l'intelligent. Vous m'avez demandé de servir les amuse-bouches à sa fête. Vous m'avez dit de chercher un mari avec un vrai diplôme parce que je ne serai jamais un soutien de famille. Vous vous êtes moqué de mon score au SAT. Vous avez qualifié les candidatures universitaires d'irréalistes. Quand, exactement dans tout ça, vous m'avez donné l'impression que vous vouliez m'aider ? La cuisine était silencieuse, sauf les pleurs de ma mère. Mon père fixait les papiers étalés sur la table, comme s'il pouvait se réarroger en quelque chose qui avait du sens dans sa vision du monde. Marcus avait l'air de vouloir renverser la table. « Voici ce qui va se passer », ai-je dit, en rassemblant soigneusement mes documents, en les remettant dans le dossier. « Je vais aller à Stanford en mois d'août. Je vais étudier l'ingénierie biochimique. Je vais travailler dans ce laboratoire de recherche. Je vais vous faire regretter chaque fois que vous m'avez sous-estimé.
Non pas parce que je veux me venger, non pas parce que je veux vous blesser, mais parce que je vais réussir, et vous allez devoir vivre avec la connaissance que vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas investi en moi, vous n'avez pas me soutenu, et j'ai réussi quand même. Je me suis levée, dossier en main. Je n'ai pas besoin de votre fonds universitaire, je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin de votre permission ni de votre approbation. Je n'ai besoin de rien de vous, sauf de rester hors de mon chemin. Mon père a finalement trouvé sa voie. Attendez une minute, ne soyons pas précipités, on peut parler de ça, on peut trouver comment te soutenir. Peut-être qu'on peut diviser le fonds universitaire entre toi et Marcus. Je ne veux pas de votre argent, je l'ai gagné, c'est la différence entre Marcus et moi. Tout ce qu'il a, vous lui avez donné. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné moi-même. Je me suis dirigée vers les escaliers, puis je me suis arrêtée et me suis retournée. Ils étaient toujours figés à la table, le petit déjeuner refroidi, leur samedi matin parfait brisé. Oh, encore une chose, ai-je dit. Madame Patterson m'a nominée pour un programme national de bourse pour étudiants issus d'environnements familiaux peu soutenants. C'est pour les étudiants qui réussissent académiquement malgré le manque d'encouragement parental. J'ai gagné. C'est 20 000 $ supplémentaires. La cérémonie de remise de prix est le mois prochain. Vous n'êtes pas invité. Je suis montée, j'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis assise sur mon lit avec mon dossier de lettres d'acceptation. Mes mains tremblaient maintenant, l'adrénaline me submergeant. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Je leur avais montré tout ce qu'ils avaient été trop aveugles pour voir. Mon téléphone a vibré. Un texto de Madame Patterson. Comment ça s'est passé? J'ai tapé en retour. Je leur ai dit. 3 points sont apparus immédiatement. Et? Ils avaient l'air comme si j'avais parlé en langue. Ma mère a pleuré, mon père a essayé de faire marche arrière, Marcus tape probablement dans les murs. Bien, que mérite d'être vu. Je suis fière de toi. J'ai fixé ces mots simples, et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Je suis fière de toi. Des mots que mes parents ne m'avaient jamais dit, des mots qu'ils avaient dit à Marcus des dizaines de fois, des mots que j'avais gagnés mais jamais reçus. Les semaines suivantes ont été tendues. Mes parents ont tout essayé. D'abord sont venues les excuses, des non-excuses soigneusement formulées, qui blâmaient la mauvaise communication et le fait de ne pas comprendre à quel point j'étais sérieuse à propos de l'université. Ma mère m'a coincée dans la cuisine, l'arme prête, expliquant comment ils avaient toujours cru en moi et essayaient juste d'être réalistes sur les finances. Mon père m'a emmené prendre un café, un événement sans précédent, et m'a dit qu'il avait toujours su que j'étais intelligente et était si fière de mes accomplissements. J'ai souri poliment à travers tout cela, et je n'ai rien cru. Puis est venue la négociation. Ils ont affaire de contribuer à mes dépenses à Stanford, comme si j'avais besoin de leur aide. Ils ont suggéré une thérapie familiale pour que nous puissions résoudre nos problèmes de communication. Ils ont proposé une année sabbatique pour que nous puissions planifier correctement mon expérience universitaire ensemble. Chaque suggestion était conçue pour maintenir leur contrôle, pour réécrire le récit pour qu'ils soient toujours les parents soutenants et que je sois toujours la fille dépendante. J'ai tout décliné. Marcus, de façon prévisible, est devenu méchant. Il a dit aux parents que Stanford avait abaissé ses standards et que je n'avais probablement été acceptée que grâce aux initiatives de diversité. Il a prétendu que j'avais falsifié mes documents de candidature. Il a lancé une rumeur à l'école disant que j'avais fait écrire mes dissertations par Madame Patterson. Quand ça n'a pas marché, il a essayé de convaincre nos parents que je faisais une erreur et que je devais aller à l'État avec lui où il pourrait veiller sur moi. Le désespoir était presque drôle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà signé mon contrat de logement, j'avais déjà accepté mon poste de recherche, j'avais déjà pris contact avec ma future colocataire via le groupe Facebook des étudiants admis à Stanford. Je m'étais déjà inscrite pour l'orientation de première année. J'étais déjà partie, je m'étais juste pas encore partie physiquement. La remise de diplôme est arrivée en juin. J'ai été nommée major de promotion adjointe, ce qui signifiait que je devais faire un discours. Mes parents étaient assis dans le public, l'air mal à l'aise, se demandant probablement si j'allais les mentionner. Je ne l'ai pas fait. J'ai parlé d'étudiants qui réussissent sans soutien, de l'importance de la confiance en soi, de comment la validation des autres est agréable mais pas nécessaire. J'ai remercié Madame Patterson nommément. Je n'ai pas remercié ma famille. À la fête de remise de diplôme qu'ils ont organisée pour moi, clairement une tentative d'égaler la célébration de Marcus, j'ai été polie mais étoignée. Les parents me félicitaient avec de la surprise dans les voix, comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire que j'avais accompli quelque chose. Ma tante Carole a même dit « Stanford, qui aurait cru cela ?» comme si mon succès était une anomalie statistique plutôt que le résultat d'années de travail acharné.
J'ai souri et remercié tout le monde, et j'ai compté les heures jusqu'à ce que je puisse partir. Août est enfin arrivé. J'avais tout emballé moi-même, acheté tout ce dont j'avais besoin avec l'argent d'un emploi d'été dans un centre de tutorat où j'enseignais la préparation au SAT à d'autres étudiants et gagnais 2 fois ce qu'une réceptionniste aurait gagné. Mes parents ont offert de me conduire en Californie. J'ai dit non. J'avais arrangé pour que Madame Patterson m'emmène à l'aéroport. Je gérais mon propre voyage. Le matin de mon départ, ma mère a encore pleuré. Des vrais têlards cette fois, je pense. « Je suis désolée », a-t-elle dit, en tenant mes épaules dans l'encadrement de la porte. « Je suis désolée qu'on ne t'ait pas vu. Je suis désolée qu'on n'ait pas cru en toi. Je suis désolée qu'on ait donné ton argent à Marcus. Je suis désolée pour tout. » Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait élevée mais ne m'avait jamais vraiment connue, et j'ai senti quelque chose comme de la pitié. « Je sais que vous l'êtes », ai-je répondu. « Mais désolée ne change rien. Désolée ne remet pas les années où j'avais besoin de votre soutien. Désolée n'annule pas les dégâts. Ça vous fait juste vous sentir mieux. »« Nous pardonneras-tu » a-t-elle demandé désespérée. « Peut-être un jour, » j'ai dit, honnêtement, « mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais à Stanford. Je vais commencer ma vie, et je vais le faire sans vous. » Mon père se tenait derrière elle, silencieux. Marcus était notablement absent, probablement en train de cuver une gueule de bois de sa propre fête de départ. Je n'ai pas pris la peine de lui dire au revoir. La voiture de Madame Patterson tournait au ralenti dans l'allée. J'ai pris ma valise, j'ai donné à ma mère une accolade embarrassée d'un bras, j'ai fait un signe de tête à mon père, et je me suis éloignée de cette maison sans regarder en arrière. Dans l'avion pour la Californie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et regardé mon portail étudiant Stanford une fois de plus. Mon emploi du temps de cours était chargé. Mon affectation de dortoir était confirmée. Mon poste de recherche commençait la 2e semaine de septembre. Tout était réel, tout se passait. J'ai pensé à ma famille, probablement assise autour de la table de la salle à manger, traitant mon absence. J'ai pensé à Marcus, commençant à l'État dans quelques semaines, probablement toujours convaincu qu'il était plus intelligent que moi. J'ai pensé à mes parents, vivant avec la connaissance qu'ils avaient tout investi dans le mauvais enfant. Et puis, j'ai pensé à mon avenir. Mon travail de laboratoire, mes cours, mon diplôme, ma carrière, ma vie. Construite selon mes propres termes, financée par mon propre mérite, accomplie par mon propre effort. Stanford était tout ce dont j'avais rêvé. Le campus était magnifique, les études étaient stimulantes, la recherche était fascinante. Je me suis fait des amis qui valorisaient l'intelligence chez les femmes, qui ne supposaient pas que j'abandonnerais pour me marier, qui traitaient mes ambitions comme normales plutôt que menaçantes. J'ai travaillé dans le laboratoire de nanoparticules du Dr Chen, contribuant à des recherches qui seraient finalement publiées dans une revue scientifique majeure avec mon nom dessus. J'ai obtenu une moyenne de 3,9 ma première année, j'ai postulé et gagné des subventions de recherche supplémentaires. J'ai envoyé à mes parents une carte de Noël avec une photo de moi devant le quad principal de Stanford, prospérant. Je n'ai pas appelé. En 2e année, j'avais été sélectionnée pour un prestigieux programme de recherche d'été au MIT. En 3e année, j'étais recrutée par des programmes de doctorat. En dernière année, j'avais des offres d'emploi de 3 grandes entreprises de biotechnologie et des lettres d'acceptation de 5 écoles supérieures, tout avec financement complet. Marcus, selon les stalkings Facebook occasionnels que je me permettais, avait changé sa spécialité de pré-médecine à commerce, après avoir échoué 2 fois en chimie organique. Il était toujours à l'État, vivant toujours au crochet de mes parents, obtenant toujours des notes médiocres sans direction claire. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, Phi Beta Kappa, prix de recherche universitaire, étudiante exceptionnelle en ingénierie biochimique. Mes parents ont demandé s'ils pouvaient venir à la remise des diplômes. J'ai dit non. Madame Patterson est venue à la place. Nous avons pris des photos ensemble dans nos toges et chapeaux, mentor et étudiante, la femme qui avait cru en moi quand personne d'autre l'avait fait. Après la remise des diplômes, j'ai accepté un poste dans une start-up de biotechnologie à San Diego. Salaire à 6 chiffres, option d'achat d'actions, avantages complets. Travail minifiant développant des technologies de diagnostic médical. J'avais 22 ans et j'étais financièrement indépendante, sans dette, exactement ce que mes parents avaient supposé que je ne pourrais jamais être. Je pense parfois à ce matin au petit déjeuner, quand j'ai étalé ces lettres d'acceptation sur la table et regardé leur vision du monde se briser. Je pense aux larmes de ma mère et au choc de mon père, et à la rage de Marcus. Je pense à quel point ils étaient sûrs que j'étais la bête, la petite, celle qui se marierait de toute façon.
Et puis, je pense à où je suis maintenant et où ils sont. Et je réalise quelque chose d'important. Leur croyance en moi n'a jamais été nécessaire. Leur soutien aurait été nagable, leur encouragement aurait aidé, mais leur absence de foi ne m'a pas arrêté. Ça signifiait juste que je devais croire en moi 2 fois plus fort. J'ai construit mon succès sur mes propres fondations. Chaque lettre d'acceptation, chaque bourse, chaque réussite, chaque accomplissement m'appartient entièrement. Ils ne peuvent pas s'en attribuer le crédit. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ont toujours su. Ils ne peuvent pas réécrire l'histoire pour se faire passer pour les parents soutenants. Ils ont refusé de me laisser postuler parce que les filles se marient de toute façon. Alors j'ai postulé en secret et j'ai obtenu 155 000 $ en bourse. Je suis allée à Stanford. J'ai prospéré. J'ai réussi. Et j'ai tout fait sans eux. C'est ma revanche. Pas les blesser, pas les punir. Juste réussir. Juste leur prouver qu'ils avaient tort. Juste être exactement qui ils disaient que je ne pourrais jamais être. Je suis la garcelle qu'ils ont sous-estimée. La garcelle qu'ils pensaient ne pas être faite pour l'université. Celle qu'ils ont abandonnée avant que je ne commence. Et maintenant je suis la femme dont ils se vantent aux parents, oubliant convenablement qu'ils m'ont déjà dit que je gaspillais du papier d'imprimeur pour des candidatures universitaires. Je suis la garcelle qu'ils mentionnent décasuellement dans des conversations, s'attribuant le mérite de mes réalisations malgré n'avoir rien à voir avec elles. Je suis l'histoire de succès qu'ils utilisent pour se faire bien voir, même s'ils ont parié contre moi à chaque tournant. Mais je connais la vérité. Madame Patterson connaît la vérité. Tous ceux qui ont réellement soutenu connaissent la vérité. Je n'ai pas réussi grâce à ma famille. J'ai réussi malgré eux. Et ça rend chaque réussite, chaque prix, chaque accomplissement un petit peu plus doux. Ils pensaient que les filles se mariaient de toute façon. J'ai obtenu 155 000 $ en bourse, un diplôme de Stanford et un emploi à 6 chiffres à la place. Je dirais que c'est un petit manant bon retour sur investissement.